Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir, bienvenue à vous chez vous, au sein de cette 8e édition de C'est excellent. Tous les dimanches à 19h, vous pouvez me retrouver pour une heure de direct autour de l'excellence française, quel que soit son secteur. Car on le dit souvent ici, l'excellence ne connaît pas de barrières et ce qui compte, c'est l'implication et la passion de ceux qui l'incarnent. Ce soir, avec nous en studio, un homme qui ne mâche pas ses mots et qui porte un œil acéré sur notre société contemporaine, j'ai nommé l'excellent Pascal Bruckner, romancier et essayiste qui va nous raconter son parcours et revenir sur son tout dernier livre, un livre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, sorti chez Grasset il y a 10 jours, le 14 octobre dernier. On va en parler tout à l'heure. Et puisque excellence ne rime pas, mais s'accorde évidemment totalement à son homonyme, le savoir-faire, une bulle art et manière suivra avec la créatrice de 16e Sud, Catherine Tissel, qui concocte toutes sortes de bijoux et d'accessoires à la main dans son atelier parisien. En seconde partie de cette émission, nous retrouverons une femme qui incarne aussi sans discuter l'excellence française et son savoir-faire, une femme qui fait un métier que certains qualifieraient de masculin et qui fait bouger les codes en douceur ou pas. Et c'est Valérie Guérin, la vigneronne du Languedoc, que les grands chefs français s'arrachent et plébiscitent pour son vin au tirage limité. Restez avec nous jusqu'à 20h pour une heure d'échange sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai. Bonsoir Pascal Bruckner, bienvenue sur Sud Radio. Il faut vous approcher du micro parce qu'en plus vous avez le masque, donc oui, voilà, qu'on vous entende bien. Empêché. Alors, un petit rappel pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes un écrivain français qui aime à manier différents styles, des récits aux romans en passant par les essais, la plume ne connaît pas de secret pour vous. Vous avez raconté votre histoire personnelle au sein d'une autobiographie, Un bon fils, qui est sortie chez Grasset en 2014, où vous décrivez en partie votre enfance et cet enfant fragile et dévot que vous étiez, un peu ou beaucoup traumatisé, il est clair, par un père violent, obsessionnel et antisémite, dont vous aimez à dire d'ailleurs « je suis ça des fêtes ». L'écriture, quand vous la débutez, c'est pour répondre à ce père que vous aimiez malgré tout, Pascal Bruckner ? Oh oui, je pense qu'on est attaché à ses parents, et même si on peut détester son père ou sa mère, puisque selon les enfants, les mères peuvent être des bourreaux aussi. Il se trouve que j'ai soigné mon père pendant 10 ans à la fin de sa vie, que malgré moi, je me suis évidemment attaché à lui, que je pense toujours à lui aujourd'hui, même s'il a, j'imagine, contribué à la mort prématurée de ma mère. Mais bon, c'était ces couples à l'ancienne où l'on se sadise mutuellement et où les femmes endurent beaucoup parce qu'on les a élevées dans l'idée que le mariage, c'est l'acceptation de tout et l'exclusion de l'amour, et donc ils ne peuvent pas se résoudre à prendre une valise et à partir. Et c'est l'ancienne génération qui, aujourd'hui, je l'espère, existe moins. On espère aussi. Et pourquoi ce médium de l'écriture alors ? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir envie d'écrire ? C'est l'amour des livres, c'est-à-dire que j'ai... très jeune enfant, comme j'étais dans un sanatorium à cause d'un début de tuberculose, j'ai commencé à lire des livres. Et donc, en lisant des livres, j'ai eu envie d'en écrire bêtement. Et c'est comme ça que je me suis évadé. Et je pense que les livres m'ont sauvé, et l'écriture aussi. Voilà, les deux choses se sont accordées. Et pour moi, plus je lisais, plus j'avais envie de rajouter quelques tomes à la bibliothèque. Et donc, et puis il se trouve que ça a marché très vite. Dès l'âge de 25 ans, les lecteurs ont répondu présent. Et donc voilà, je continue jusqu'à aujourd'hui et probablement jusqu'au terme. Mais tant qu'on est lu, on reste jeune. C'est ça, je pense, le travail d'un écrivain. C'est tant qu'il a des lecteurs, il est justifié de continuer. L'horreur, c'est évidemment d'être abandonné. C'est comme un artiste. C'est comme un artiste qui n'a plus de public, comme un cinéaste qui n'a plus de spectateurs. Et je comprends que les grands comédiens aient envie de mourir sur scène, parce que pour eux, il n'y a pas d'autre vie possible que dans l'approbation des gens qui l'écoutent et le regardent. C'est beau ce que vous dites. Alors, être romancier, vous maniez plusieurs styles. Donc, être romancier ou être essayiste, c'est un exercice différent. Il est évident que notre monde contemporain et ses multiples sujets est une inspiration sans limite concernant vos essais. Quand il s'agit de la fiction, où est-ce que vous allez la chercher, cette inspiration, justement ? La fiction, c'est dans mes névroses personnelles, c'est dans mes fantasmes, elle est très autobiographique dans certains livres, comme dans Lune de fiel. Mais c'est aussi, c'est plutôt dans les fantasmes, c'est qu'on développe une idée. Et la différence entre le roman et l'essai, c'est que le roman ne connaît pas de limite. Il n'est borné que par l'imagination de l'écrivain et par la vraisemblance des personnages qui
qui y habite, alors que l'essai est quand même plus corseté par les règles morales, par une idée qui conduit l'écriture jusqu'à son terme. Oui. Alors justement, votre roman Lune de fiel, il est sorti en 1981. Il a été adapté au cinéma par Roman Polanski en 1992. C'est comme une consécration, on imagine, de voir son livre porté à l'écran. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet ? À l'époque, j'y croyais pas. Surtout Polanski, qui reste, quoi qu'on dise de lui, un grand cinéaste, un des plus grands aujourd'hui, bien sûr, et à qui je voue une admiration intégrale. Malgré les attaques dont il est l'objet. Donc, vous savez, on reçoit ça comme on reçoit les moments de bonheur dans la vie. Ça n'a rien à voir avec le mérite, c'est simplement une grâce que l'existence vous fait. Et donc, j'ai mis longtemps à y croire. Et puis, un jour, Alain Sard m'appelle et me dit, qui est producteur, et il me dit, c'est Roman Polanski qui va le faire. Et je lui ai répondu, et pourquoi pas Orson Welles pendant qu'il y est. Et voilà, et puis ça s'est fait malgré la guerre du Golfe, la difficulté des financements. Et je suis resté en très bons termes avec Polanski, que je soutiens contre vents et marées, et que je ne vais pas lâcher aujourd'hui, qu'il a, je crois, 86 ou 87 ans, puisque je l'ai interviewé pour son dernier film, J'accuse. Tout à fait. J'ai été horrifié par la nuit des Césars, où il a été conspué par des manifestantes, certaines ayant même appelé à ce qu'on le gaze. Ce qui, dans le contexte de son existence, m'a paru un tout petit peu, violent, un peu indécent. Alors, vous avez une double fibre, vous avez une dualité qui vous caractérise, c'est aussi une richesse, bien évidemment, et on peut donner ici en exemple un sujet qui m'a apparu important, votre changement d'opinion concernant la guerre du Golfe, par exemple. Je rappelle que vous aviez appuyé l'initiative de George Bush en 2003, dans une tribune qui a été signée avec Romain Goupil et Raphaël Glucksmann, puis après vous avez changé d'avis. André Glucksmann, excusez-moi. Le fils avait 12 ans à l'époque. Ça s'appelle un lapsus. Et après, vous avez changé d'avis. Est-ce que c'est important de savoir évoluer d'opinion, Pascal Bruckner ? Non, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on fait des erreurs. Tout le monde se trompe. Il n'y a pas de vie sans erreur. Et on peut parfois se achoper sur un mauvais engagement. Et des trois, donc André Glucksmann et Romain Goupil, je suis le seul à avoir dit un an après, c'est une connerie. C'est une énorme erreur. Les Américains sont fourvoyés, ils n'auraient jamais dû aller en Irak. Et c'est les événements qui se sont passés là-bas qui vous ont fait changer d'avis ? Oui, bien sûr, mais dès l'été 2003, on s'est aperçu que les troupes américaines avaient mis le pied dans un guêpier. Et donc voilà, je l'ai dit très simplement. Romain Goupil, malheureusement, ne m'a jamais suivi en disant il ne faut pas reconnaître ses erreurs. Alors moi, je n'ai pas de passé gauchiste, c'est ça la différence. Jamais été ni trotskiste, ni communiste, ni maoïste. Quand vous étiez sur les barricades, vous n'étiez pas de gauche ? Vous savez, j'étais de gauche, mais j'étais pas. Je suivais. J'ai toujours été un spectateur plus qu'un acteur, donc je n'ai jamais embrassé cette idéologie qui consiste à défendre son camp coûte que coûte, même quand on fait des erreurs. Donc j'ai fait d'autres erreurs, évidemment, mais ça ne me coûte en rien de les reconnaître. Je pense que c'est bien pire que s'enfermer dans la volonté d'avoir raison à tout prix. Bien sûr. Alors Pascal Bruckner, vous avez fait, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important de le dire aussi, vous avez fait de grandes études, vous êtes passé par Henri IV, qui est un des meilleurs lycées parisiens depuis des dizaines d'années, vous êtes diplômé de l'école pratique des hautes études. Est-ce que c'est incontournable pour devenir un excellent écrivain de faire des grandes études, ou est-ce qu'on peut y arriver totalement en autodidacte, selon vous ? Non, on peut y arriver en autodidacte. Alors évidemment, il manquera peut-être le socle. Mais enfin, j'ai aussi pas mal raté. J'ai raté la grecque, j'ai raté Normal Sup, donc je me suis débrouillé sans. Mais j'ai eu quand même le substrat, d'abord chez les Jésuites à Lyon, et ensuite à Henri IV. Et là, on est quand même formé aux humanités, à la rhétorique, à l'art de la démonstration. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais le risque, quand on fait de trop bonnes études, c'est qu'ensuite, la seule issue, c'est l'enseignement. Or, ce que vous faites aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai enseigné, mais j'ai enseigné aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai dévié un peu la trajectoire. Et beaucoup de mes copains ont enseigné toute leur vie dans les lycées, dans les prépas, et ils sont sortis complètement déprimés. Donc, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu enseigner à Sciences Po, et ensuite aux États-Unis pendant 20 ou 25 ans. Ce qui quand même ouvre un peu les horizons, même si aujourd'hui l'Amérique est un pays un peu compliqué, un peu plombé par le politiquement correct. Qu'est-ce que c'est un grand écrivain selon vous ? Je ne sais pas ce que c'est un grand écrivain, mais c'est quelqu'un qui est reconnu par son lectorat en son temps et par ses pairs. Je crois qu'il est très important dans tous les métiers. Et j'imagine que c'est pareil dans le vin. Avec Valérie Guérin qui nous rejoindra. Voilà, c'est d'être estimé par ses pairs.
Alors on peut évidemment réussir contre eux et les piétiner et dire qu'ils sont tous des incapables, mais je pense que notamment le travail de la réflexion, c'est un travail collectif. Et on ne pense jamais tout seul, on n'écrit jamais tout seul, on est toujours nourri par les autres écrivains, par les autres penseurs et les penseurs étrangers. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est simplement à la fin qu'on peut se retourner et se dire bon, j'ai fait quelques livres qui peut-être méritent d'être retenus ou non. Pardon. Alors justement, vos pairs, ils vous ont reconnu, puisque la liste de vos prix, elle est longue. En 1995, vous avez eu le prix Médicis pour un essai sur la tentation de l'innocence. En 1997, le Renaudot pour les voleurs de beauté. La liste est longue, je l'ai dit. Le prix Marcel Pagnol pour Un bon fils en 2014 et celui de la LICRA pour Un racisme imaginaire en 2017. Vos livres, ils se lisent quand même dans plus d'une trentaine de pays. Tout d'abord, bravo, c'est excellent. Vous avez bien votre place ici. L'écriture, vous l'avez débutée un peu comme une forme de transgression ou en tout cas comme un appel à la liberté totale de penser et d'être, on a l'impression. Qu'est-ce que ça fait à l'enfant fragile dont nous parlions en début d'émission, justement, d'être reconnu à ce point par ses pairs? On croit que c'est toujours un malentendu, on se dit c'est pas possible. On se remémore toujours les paroles de la mère qui dit reste dans ton coin, ne te fais pas trop remarquer, reste à ta place. Elle vous disait ça, votre maman? Oui, j'étais élevé dans ce genre d'éducation qui était l'éducation classique où on demandait aux gens de ne pas sortir la tête au-dessus du rang. Et donc, évidemment, ça m'a marqué. Mais je pense qu'au début, on écrit pour échapper à sa condition, à la misère de la petite bourgeoisie de province. Moi, j'habitais dans la banlieue de Lyon. Et c'est vrai que la vie n'était pas très amusante. C'était bien avant. C'était dans les années, à la fin des années 50, 60. Donc, on ne peut pas dire qu'on communiait avec les grands courants du monde qui étaient à l'époque le mouvement beatnik, les hippies, le voyage, et puis les révolutions qui commençaient à secouer toutes les sociétés occidentales. Et donc voilà, moi je regarde toujours mon existence comme une sorte de miracle où la chance et le travail se sont conjugués pour m'amener jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Merci pour ces bons mots. Décidément, moi j'ai du mal à parler ce soir. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Je suis en compagnie de l'écrivain et essayiste Pascal Bruckner qui sera rejoint en deuxième partie de cette émission par Valérie Guérin, la vigneronne au Grand Cru qui affole nos chefs français. Tout un programme rien que pour vous. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai et on entend mes invités discuter. Mais c'est pas grave parce que c'est ça une radio qui parle vrai. C'est excellent votre émission, celle qui crée le lien, a débuté depuis un bon quart d'heure mais pas de regret, il en reste encore beaucoup. Avec moi ce soir en studio, l'excellent romancier et essayiste Pascal Bruckner qui est là pour partager avec nous son parcours et ses visions de notre monde contemporain. Il sera rejoint dans pas longtemps par la non moins excellente Valérie Guérin, vigneronne qui nous vient du Languedoc et qui va nous raconter comment on crée un grand vin que les chefs aiment apposer sur leur table. Juste avant de la retrouver, on fera un petit tour chez Catherine Tissel, une créatrice de bijoux et d'accessoires dont le travail valorise notre savoir-faire français. Mais pour l'instant, on va continuer avec Pascal Bruckner qui vient de sortir chez Grasset, je le montre pour nos auditeurs sur YouTube, un essai au nom évocateur, un coupable presque parfait, ou la construction du bouc émissaire blanc. Pascal Bruckner, dans cet essai, on peut déceler une certaine mélancolie pour l'époque de votre jeunesse, celle de mai 68, celle, je vous cite, aux idéaux nobles. En effet, pour vous, aujourd'hui, le concept de genre humain, et je vous cite, a été remplacé par les ethnies ou par les communautés, plus simplement. Que voulez-vous dire par là? Qu'on est gouverné par le communautarisme et qu'on ne pourra plus s'en sortir? C'est ça que vous racontez? Non, ce que je veux dire, c'est que dans les grandes idées de la gauche, il y avait d'abord l'idée de l'unité du genre humain. Ouais. Et que ce soit le féminisme, l'antiracisme ou l'anticolonialisme, tous ces idéaux consistaient à vouloir réconcilier les gens les uns avec les autres, et non pas les dresser les uns contre les autres comme des tribus irréductiblement opposées. Or, nous vient aujourd'hui des États-Unis une nouvelle idéologie qu'on appelle la cancel culture, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, qui divise l'humanité entre races, genre et identité, et qui prétend que finalement, entre blanc et noir, entre hommes et femmes, entre anciens colonisés, anciens colonisateurs, il ne peut plus y avoir
d'unité possible, sinon dans la repentance des hommes, des Blancs et des Européens, des 8 pays européens qui ont colonisé le reste du monde. Et c'est en cela que, me semble-t-il, que l'homme blanc, alors évidemment il y a le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans qui est lui vraiment le diable, le Satan, dont il faut dénoncer sans relâche les agissements, mais les femmes blanches ne perdent rien pour attendre non plus. Mais toujours est-il que cette idéologie me paraît à la fois sommaire, sotte et violente, puisque sa seule finalité, c'est la dénonciation sans fin. Si on prend par exemple le néo-féminisme, on nous explique que tous les hommes, à quelques exceptions près, sont des agresseurs, qu'il faut que les femmes se prémunissent d'elles, que les femmes ne doivent pas faire leur vie avec des hommes, mais au contraire uniquement avec des femmes. Et donc il y a eu la prééminence d'une petite minorité de militantes féministes sur l'ensemble du mouvement, dont le but est explicitement de mettre fin à l'hétérosexualité et, si possible, comme le disait l'une des plus célèbres récentes, d'éliminer les hommes, au moins de leurs esprits, de l'esprit féminin. Mais là, on part d'extrêmes, parce que finalement, elle ne représente qu'une toute petite parcelle de la pensée féministe. Ces extrémistes, effectivement, sont peu nombreuses, mais très, très vocales. Très véhémentes. Elles sont dans tous les journaux, dans tous les médias, et elles instillent une sorte de doute sur l'idée qu'au fond, une cohabitation est possible entre un homme et une femme, puisque l'homme étant par nature un despote, ce que j'appelle le despote couillu, il ne peut pas avoir d'autre rapport avec une femme que dans la violence, la subjugation, la domination. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement, ça a été une réalité, ça, quand même, pendant plusieurs années, et que finalement, pour en sortir de cette réalité, comme les suffragettes l'ont fait au temps de l'acquisition du vote pour les femmes, qui date d'il n'y a pas si longtemps en France, c'était important qu'elles se fassent entendre avec véhémence, comme les Femen, on voit aujourd'hui, ou les MeToo, les balances ton port, etc., de manière à vraiment faire changer les choses intrinsèquement, profondément, parce que c'était un problème qui était quand même récurrent. Oui, alors ça a été une réalité pendant assez longtemps, avec beaucoup de nuances. Évidemment, il faudrait refaire l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes, et ça n'a jamais été uniformément un rapport hiérarchique. Mais la question, c'est la question d'efficacité. Est-ce que le discours maximaliste change quelque chose ou améliore la vie des femmes? Et en réalité, on s'aperçoit que pour cette petite minorité vociférante, le but, ça n'est pas tellement d'améliorer la condition féminine dans son ensemble, c'est de prendre le pouvoir sur les femmes et de dénoncer celles qui aiment les hommes. Je pense par exemple à la pétition qui a été faite par Catherine Deneuve, Catherine Millet, Peggy Sastre et d'autres, il y a 2 ans, à propos de MeToo. Et la réaction a été de dire, vous voyez, non seulement ces femmes sont des femmes âgées d'un autre temps, mais en plus ce sont des collabos du patriarcat. Et concernant par exemple Catherine Millet ou Catherine Deneuve, qui ont quand même manifesté en permanence leur indépendance de conduite d'esprit et leur liberté, je trouve que c'est un peu là aussi très exagéré. Et je pense qu'en réalité, le néo-féminisme agressif veut simplement dicter sa loi aux femmes qui ont encore le tort ou le crime d'être attirées par les hommes et de ne pas vouloir les vouer aux gémonies. Qui a pris la parole il n'y a pas très longtemps, la Maïwenn Lebesco, qui se fait conspuer, huer aussi sur les réseaux parce qu'elle dit ce même genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle se fait plus siffler dans la rue, il n'y a plus de raison d'être une femme, etc. Est-ce que vous pensez que le genre, c'est important? Est-ce que ça existe vraiment? Le genre le genre, c'est un mot complexe issu de la théorie nord-américaine retravaillée par les philosophes français qui remplace le sexe. Honnêtement, quand je lis Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter ou d'autres, je trouve qu'elles sont aussi intelligentes que les théoriciennes du genre qui, à mon avis, le sont beaucoup moins. Mais effectivement, ce que disait Maïwenn est assez vrai. Mais ça, il faut peut-être avoir vécu un petit peu. Et c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que je comprends parfaitement que pour une femme jeune, le harcèlement soit insupportable. Et je suis témoin tous les jours que je prends le métro et le bus de scènes. Oui, de scènes de ce genre où des hommes se mettent sans aucune distance à harceler des femmes. Mais au malheur d'être importuné, répond à partir d'un certain âge, pour les deux sexes, le malheur de ne plus l'être du tout, d'être devenu invisible. Et au fond, il faut aussi réfléchir, que se passe-t-il
quand on sort du monde du désir et quand finalement on n'est plus qu'un corps anonyme parmi d'autres. Il y a des très beaux textes là-dessus. Il y a Simone de Beauvoir, il y a Annie Ernaux. Oui. Beaucoup d'hommes et de femmes ont réfléchi au malheur d'être tout d'un coup mis à l'écart de la circulation du désir ou des appétits entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est le drame de la vieillesse. Il y a un très beau texte de Simone de Beauvoir où elle réfléchit sur le fait qu'elle va avoir 60 ans, ce qui à son époque était vraiment une mise à l'écart. Elle dit « Plus jamais une marche en montagne, plus jamais le regard d'un homme posé sur moi ». Je pense qu'on ne peut pas complètement faire abstraction, et un homme pourrait dire la même chose. Oui, bien sûr. Alors, si je résume un peu ce que j'en ai compris, pour vous, le nouveau puritanisme ne diabolise plus la femme comme c'était le cas auparavant dans les courants religieux que nous connaissons, mais plus directement donc l'homme blanc. Il y a une autre personne beaucoup plus subversive que vous qui parle de guerre à l'homme blanc, et on le connaît, c'est Éric Zemmour, dont le discours arme les extrémistes de la droite, comme les Christchurch pour les églises du Christ qui cartonnent aux États-Unis en ce moment. Ce même discours qui donne de l'eau au moulin d'une certaine gauche extrême, elle aussi. Est-ce que vous souscrivez à son discours, ou quelle est la nuance entre vos deux paroles finalement ? Mais la nuance est importante. Oui. D'abord parce que je me suis emparé du sujet quand Éric Zemmour était à peine né, c'était en 83, le sanglot de l'homme blanc. Et c'est surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme du bouc émissaire. C'est pourquoi a-t-on besoin de taper sur l'homme blanc ? Et la réponse est très simple, c'est que l'homme blanc est volontaire à son autoflagellation. C'est ça. La haine de soi, c'est le ressort principal de la société occidentale aujourd'hui, et de la France plus particulièrement. Donc je récuse complètement le racisme d'extrême droite, que je dénonce avec virulence, mais je récuse tout autant le racisme de l'extrême gauche, et qui consiste à dire que donc on peut accabler l'homme blanc et la femme blanche par voie de conséquence de tous les maux, parce que le simple fait d'être blanc fait de vous un raciste, et que dès que vous protestez de votre bonne foi, eh bien vous avez tort, car raciste vous l'êtes génétiquement. Et ce que rétablit une certaine extrême gauche, finalement, c'est le crime d'être né. Et il n'est pas étonnant d'ailleurs à cet égard que le racisme anti-blanc dégénère très souvent en antisémitisme, parce qu'au fond, c'est un peu la conséquence logique du premier. Et donc je crois qu'il faut se tenir à équidistance entre les deux. Ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, qui malheureusement communiquent de plus en plus en ce moment entre eux. Merci pour ce partage. On va passer à un sujet très savoir-faire, puisqu'on va rejoindre Catherine Tissel, la créatrice de la marque 16e Sud, qui nous propose, et je reprends ces mots, une nouvelle joaillerie vertueuse, joyeuse, féministe et engagée. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bienvenue sur Sud Radio, Catherine Tissel. Merci. Très heureuse d'être avec vous. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça donne une nouvelle joaillerie vertueuse, joyeuse, féministe et engagée, Catherine Tissel ? Mais déjà, ce n'est pas que la mienne. C'est une joaillerie créée par une femme, après une longue carrière de joaillère pour des marques très célèbres. Et quand je crée ma marque, je veux y mettre toute mon ambition, et qu'elle soit juste et qu'elle soit propre. Au fond, c'est une ambition féminine, juste et propre. Et donc, ça veut dire utiliser des moyens de recyclage, par exemple. Le faire avec des joaillières femmes, c'est-à-dire que moi, je suis designer et elles sont joaillières, elles fabriquent. D'accord. Retrouver une femme pour l'exposer, par exemple Rachel Ardouin qui expose mes bijoux érotiques, et à travers les bijoux érotiques, m'interroger sur le désir féminin. D'accord. Voilà, donc vous faites des collections qui ont des noms évocateurs, comme Éloge de la connivence ou Dans la peau. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire, Catherine Tissel ? La connivence, écoutez, vous vous appelez l'émission qui crée le lien, et moi je crois que les bijoux sont là pour ça. Les bijoux, on les offre à des occasions tout à fait particulières de la vie, et pas seulement pour se parer étant déjà quelque chose d'important dans la relation. Et donc, dans ces moments tout à fait particuliers, il y a l'amour, et l'amour et l'érotisme, ça va bien ensemble, je crois. C'est important, oui. J'avais envie de savoir comment je pouvais dire des choses qui me sont personnelles et dont j'ai le sentiment qu'elles sont partagées à propos de la connivence. Et il m'a semblé que la connivence entre deux personnes, c'était le lieu où pouvait s'épanouir l'impudeur.
D'accord. Et donc, mes bijoux ne disent... L'impudeur et l'épanouissement de l'impudeur. C'est joli. C'est un programme. On adore sur Sud Radio, on parle vrai. Hein. Oui, parce que s'épanouir, c'est bien. Je suis bien d'accord avec vous. Et donc, pourquoi Voilà. 16e Sud comme nom? Alors, c'était pour rimer avec Sud Radio, sans doute. Je ne savais pas encore. C'est un quartier de Paris où j'habitais. Ouais. Et j'avais envie que ce soit parisien parce que figurez-vous que tout est fabriqué à Paris. D'accord. C'est une façon de dire un terroir, comme on va le dire, j'imagine, pour le vin. Le savoir-faire, c'est une culture très précise qu'on reconnaît au premier coup d'œil, même si on n'y est pas formé. Et ce savoir-faire parisien a été très malmené par la crise. Donc, avec mes toutes petites forces, je voulais le réhabiliter. Donc, bravo. 16e Sud, c'est un quartier. Il y avait juste la rive gauche, la rive droite. Voilà. Ouais. J'avais envie de dire le 16e avec quelque chose d'une magnificence bourgeoise, et puis le Sud avec la fantaisie. Ça me paraissait... Où est-ce qu'on peut les trouver? Pardon, je vous coupe. Où est-ce qu'on peut trouver vos bijoux, Catherine Tissol? Est-ce que vous avez un site internet? Non. Non. Il faut qu'on non. vous trouve, qu'on vienne vous voir, quoi. Il faut attendre janvier. Il faut attendre janvier. Et ça sera beaucoup plus simple. Je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes donc créatrice de votre propre entreprise et de votre propre marque qui s'appelle 16e Sud. Merci d'être venue nous voir. À bientôt, Catherine Tissol. C'est excellent. Surtout, ne bougez pas. On revient avec l'essayiste et romancier Pascal Bruckner et la vigneronne Valérie Guérin. Il est 19h28 précise sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue dans C'est excellent, à vous qui nous rejoignez. Si c'est le cas, vous avez raté beaucoup, mais pas tout. On continue votre émission, celle qui crée le lien, avec deux excellentes personnalités ce soir, l'essayiste et romancier Pascal Bruckner et la vigneronne Valérie Guérin. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, Valérie Guérin. Bonjour, Judith Belair. Alors Valérie Guérin, vous êtes une femme vigneronne et pas n'importe laquelle. Vous avez repris le domaine acheté par votre papa dans les années 70. Créé par mon père, par de votre toutes père. pièces. Créé totalement, Oui. d'accord. Donc il vous a formé, mais on va arriver à la deuxième question trop vite. Donc ce domaine s'appelle les 1000 vignes. Alors les 1000 vignes, c'est 11 hectares en 13 parcelles à La Palme, donc qui est un village avec vue sur mer et montagne, si j'ai bien compris, dans le Languedoc. C'est bien ça? C'est ça. Les Pyrénées d'un côté, la Méditerranée de l'autre. Donc vous en avez de la chance. C'est un beau cadre de panorama. travail. Ouais. Est-ce que donc vous vous y distinguez depuis le départ à cette profession, Valérie Guérin, ou est-ce que c'est votre papa qui vous a transmis sa passion? Comment ça s'est passé? Oui, mon père me l'a transmis. Mon père, lui, était prof de viti-œnologie. J'ai été élevée dans un milieu enseignant et enseignant en viticulture, œnologie. D'accord. Et mon père avait deux passions, la vigne, la viticulture et la politique. D'accord. Alors, j'ai commencé par m'intéresser à la politique avec Sciences Po. Ah, et après, vous avez fait Sciences Po. Oui. Et vous êtes devenue vigneronne après. Et à la maturité, je me suis intéressée à la deuxième passion, la vigne. Aujourd'hui, depuis 2000, je suis vigneronne. D'accord. Donc j'ai une maturité de vigneronne aujourd'hui quand même. D'accord, oui, ça fait un certain nombre d'années. Et vous avez eu un autre métier avant alors? Et avant, j'étais cadre dans une multinationale du transport. Ah oui, ça change. Ça change. Là, aujourd'hui, on est 4. Avant, on était des centaines. Alors, on imagine que justement, il y a un attachement au terroir, à cette terre que vous travaillez tous les jours, etc. C'est très important, ça, pour vous. C'est important. Et moi, j'aime à dire que les 1000 vignes, c'est une maison de jardinière. Ouais. Chateaubriand parlait de maison de jardinier. Moi, j'ai une maison de jardinière avec ma sœur qui, elle, était juriste et qui nous a rejoint à la maturité l'année dernière aussi. D'accord. On jardine. On jardine en saison. C'est pas mal. On jardine, on est au dehors et là. Vous jardinez, vous faites des grands crus, quoi. Je travaille avec soin chacune de mes 13 petites parcelles pour sortir des grands vins de chacune de ces 13 petites parcelles. Ouais. Et alors, vos vins, ils sont 100% bio, c'est ça? Ah, je dirais qu'il reste un mot à inventer. On est au-delà du bio. Ouais. Au-delà du bio. Depuis 5 ans, j'ai réintroduit les chauves-souris dans chacune de mes parcelles. Oui. Pour quelle raison? Les chauves-souris, elles ont les mêmes mœurs crépusculaires que les papillons. Et les papillons, pour faire vite, donnent une maladie qui s'appelle le ver de la grappe. Ah. Si on arrive à réintroduire les chauves-souris qui ont migré dans les villages, parce qu'il n'y a plus de lieu pour les abriter, si on les réintroduit dans les vignes, eh bien, elles vont travailler avec moi, elles vont travailler pour nous.
et elles vont arriver à ce qu'on ne traite plus. Et alors, comment vous faites pour les réintroduire, les chauves-souris? Alors, je les abrite, je fais des petites maisons à chauves-souris. D'accord. Chauves-souris, c'est la pipistrelle, elle ne prend pas beaucoup de place. Ouais. Donc, je fais des maisons ou des hôtels à chauves-souris. Ça, c'est au-delà du bio. Oui. C'est observer la nature et c'est mettre en place quelque chose avec la nature et avec des répercussions intéressantes pour moi, puisque on arrive à limiter les traitements, même si je mets des produits agréés bio. Oui. Et donc, on parle d'harmonie, en fait, hein, c'est ça, nécessaire. C'est un joli mot. C'est un microcosme qui fonctionne très bien comme ça et qui, on imagine, est très fragile. Est-ce que vous souffrez des changements de saison Alors, chez moi, il fait chaud depuis toujours, j'aimerais dire. Donc ça change pas grand-chose. On voit des vignerons aujourd'hui qui vendangent fin juillet au prétexte du réchauffement climatique. Oui. Moi, ça fait 20 ans que je vendange et vinifie. Jusqu'à fin octobre, hein, c'est ça? Jusqu'à fin novembre. Fin novembre. La date de début des vendanges depuis 20 ans aux 1000 vignes reste sensiblement la même. En revanche, je crois que le travail que j'effectue, que ma sœur effectue aujourd'hui, est plus important que celui que notre père faisait il y a 30 ans. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on va plus travailler à la vigne pour pallier à la chaleur. On va réduire la surface foliaire, c'est-à-dire que de façon manuelle, on rentre dans la souche et avec nos petites mains, on va enlever des feuilles de sorte que circule mieux l'air et pour pas développer des maladies. On va réduire des grappes, on va réduire la charge de la vigne, de sorte que la sève circule mieux, que l'on ait comment expliquer simplement, que l'on ait moins de raisins, mais que le peu, le moins, que nos renoncements se traduisent par un plus bel équilibre des baies restantes. Waouh, ça fait rêver ce que vous racontez. Donc on travaille, et on travaille vraiment manuellement. Donc c'est comme ça qu'on devient une excellente vigneronne, Valérie Guérin. Ça participe. Alors comment on devient une excellente vigneronne? Il y a d'autres manières de faire. Je le dis aussi pour nos auditeurs que ça pourrait intéresser. Oui, c'est passionnant. En ce moment, la vigne en ce moment elle est au repos. Moi je ne prends pas le tracteur, je ne prends pas le cheval. Je laisse l'herbe pousser. En revanche, je rentre à la vigne au début du printemps. Et là je vais commencer à donner l'architecture à chaque souche. Bien des vignerons commencent à tailler la vigne dès que les feuilles tombent. On le voit ici en octobre. Nous attendons le début du printemps pour aller la tailler. La tailler courte. La tailler courte, ça annoncera moins de production. Malgré cette taille courte, au mois de mai, on va dans nos vignes et on réduit de la charge. On enlève des grappes en mai, en juin. Et 15 jours avant les vendanges encore, on va renoncer à de la production pour avoir des baies de plus en plus belles. Magnifique. On prend le temps du travail à la vigne. C'est beau. Et ce n'est pas ultra mécanisé. Je ne suis pas dans l'ultra technologie. Oui, parce que je vous ai entendu parler d'un cheval, effectivement. Je plaisantais avec le cheval. Je ne suis pas au Moyen-Âge non plus, qu'il soit bas ou haut. J'ai un joli petit tracteur vert. Mais qui ne pèse pas, qui ne pèse pas sur les sols, qui n'abîme pas les populations de lombrics qui habitent dans les sols et qui, eux aussi, les petits vers qui aèrent naturellement les sols et qui eux aussi sont des travailleurs. D'accord. Semi-clandestins peut-être, je ne sais pas. Encore des migrants. Pascal Bruckner, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Une femme vigneronne, on s'en fout des étiquettes déjà ou pas? Admiratif des hôtels pour chauves-souris. Ah, c'est pas mal. C'est une chose qu'un romancier n'aurait pas pu concevoir. Mais ça va vous donner des idées? Très beau. Non, parce que ça, c'est la littérature pour enfants. Mais j'imagine que c'est des chauves-souris qui ne sont pas transmetteuses de Covid. Non, ce ne sont pas les mêmes. C'est magnifique. Imaginez la chauve-souris qui travaille à détruire les papillons. Et le lombric. Et le lombric, le lombric, oui, ça, j'avais lu un très beau livre sur l'importance du ver de terre. Et là, effectivement, j'imagine. Mais ce que vous dites là me donne terriblement soif, je dois dire. On va boire un verre à la fin, avec, tout en modération, bien évidemment. Valérie Guérin, parlez-nous un peu de vos vins. Je rappelle pour nous tous, ils sont tirés du domaine des 1000 vignes, donc dans le Languedoc. Et les grands chefs comme Pierre Gagnard ou Alain Passard se l'arrachent. C'est quoi le secret alors? Pourquoi ils le veulent à leur table? Bien travailler ses vignes et travailler avec soin et prendre le temps. C'est en termes de goût que je vous posais la question. Mais la notion de temps aussi est importante. Le temps est important. Aujourd'hui, on voit des vignerons pressés. Oui. Pressés de finir le travail de la vigne, pressés de rentrer les raisins. On rentre des raisins verts aujourd'hui. Moi, je prends le temps de la cueillette à vraie maturité. Ça participe à de la qualité. Bien sûr. On se met en danger. Accueillir des raisins début octobre, voire même parfois en novembre, au lieu de les cueillir en juillet. La météo est changeante après le 20 septembre. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose sur la grappe elle-même? On a moins de grappes, mais le moins est beaucoup plus beau.
D'accord. Et de plus belle qualité. D'accord. Donc je rentre ces grappes en cave, et en cave aussi je prends le temps. Je prends le temps de vinifier. Comme les chefs, j'ai des petites marmites. Oui. J'ai 13 petites marmites dans ma cave, des cuves qui correspondent à 13 marmites dans de le chefs. secret des dieux, là. Complètement. Et ces marmites, je prends le temps de les travailler chaque jour. Chaque jour, je me remets à l'ouvrage. Par exemple, sur une cuvée qui s'appelle Atsuko, une cuvée de très vieux grenache, donc un cépage typique du Sud. Oui. Une fois les raisins rentrés dans la cuve, je vais faire des remontages, je vais faire des pigeages, au début des délestages. Chaque jour, pendant plus de 40 jours, pendant la phase des fermentations, je suis à l'ouvrage. Aujourd'hui, bien des vignerons font des cuvaisons très courtes, de 10-15 jours. Ensuite, je passe à la phase, donc il y a la première fermentation, la deuxième fermentation malolactique, l'élevage. Là aussi, je prends le temps de l'élevage. On n'est pas pressé, rien se fait dans l'urgence. On n'est pas pressé, mais on travaille chaque jour. Et je prends le temps ensuite de laisser se reposer le vin quand il est mis en bouteille. Ouais. C'est-à-dire en bouteille, vous fermez la bouteille tout de suite ou je fais moi-même ma mise en bouteille avec un bouchon de belle provenance, de qualité, c'est important. D'accord. C'est mon dernier geste et c'est le premier. Vous ouvrirez votre bouteille en le tire-bouchonnant. Donc cette notion de temps, à mon avis, pour faire des grands vins, où qu'ils soient, est essentielle. Ça vous parle, ça, Pascal Auruckner, le temps? Parce qu'on prend du temps quand on est écrivain aussi, on a une espèce de mouvement arrêté permanent. Il y a une très belle phrase de Paul Valéry qui dit « Ce qui n'a pas été fait par le temps ne sera pas retenu par lui ». Ah oui, c'est beau ça. Et ça, je trouve que ça résume absolument tout ce qu'on dit là. Et c'est ça le savoir-faire français aussi, hein. C'est l'excellence, c'est savoir prendre son temps pour faire les choses bien, finalement. Prendre son temps, mais prendre son temps, mais en étant très actif dans le travail. Sans renoncer au contemporain. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent que le vin se fait tout seul une fois qu'il est en cave. Donc c'est vraiment un travail quotidien, intense, physique. C'est un travail de femme aussi, parce qu'on est aidé. On est aidé. Moi, je ne suis pas hyper technologique, mais j'ai quand même un chai qui est tout nouveau, qui a 2 ans seulement. Donc, c'est beaucoup moins physique qu'avant. Et alors, justement, en tant que femme, est-ce que vous avez été confrontée à des hommes qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous foutez là, en fait ?» tout simplement. Moi, j'ai une équipe assez... la répartition est assez équitable. Quand vous avez repris le domaine, par exemple, au début. J'ai été élevée dans ce milieu du partage. Donc ça va. Donc vous n'avez pas vécu ça. Ça s'est toujours très bien passé. D'accord. Bon, j'ai une petite structure, j'ai un petit domaine. Je n'ai pas 15 personnes ou 100 personnes avec lesquelles je travaille. Donc... Et alors, Valérie Guérin, vous ne produisez que des séries limitées, hein, c'est ça ? Alors, je pense que faire du bon vin, ce n'est pas forcément faire du volume. Alors, pour autant, je partage. Moi, mon idée, c'est de partager le rare et de rendre accessible le rare. D'accord. Je ne veux pas m'étendre en surface, vous l'avez gentiment dit tout à l'heure, j'ai 11 hectares. À Bordeaux, 11 hectares, c'est un château très connu, c'est Pétrus. Alors, est-ce que je suis Pétrus du Languedoc? Je ne sais pas. Vous en êtes pas loin, a priori, en tout cas. Ils ont l'air de le penser, les chefs. 11 hectares. De ces 11 hectares, j'ai 13 petites vignes que je bichonne comme des petits jardins. Et de chacune d'entre elles, je m'autorise à sortir 3 vins différents. D'accord. Au lieu de racheter des vignes, une seule vigne, je vais aller vinifier 3 vins différents. Je ne m'ennuie pas. Quel vin vous vinifiez alors? Quel type de vin? Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure du grenache, mais je peux parler d'un autre cépage typique du Sud, parce que moi, je suis pour valoriser nos terroirs. Je suis une sudiste. Le Carignan ou le Lieu-d'Honneur Pélute, plus rare encore. Un cépage qui est quasiment disparu. J'ai eu l'idée de le remettre au goût du rouge, au goût du jour, comme on veut. Mon père a racheté il y a quelques années en arrière une très vieille parcelle de plus de 70 ans. Il l'a remis avec patience à niveau. Pendant plusieurs années, il n'en a rien tiré. Un jour, on décide que les vignes sont belles, sont remises en forme, ont été suffisamment soignées pour nous donner du vin. Eh bien, cette parcelle de Lieu-d'Honneur Pélute, je viens de la vie. Elle est toute petite, c'est moins d'1 hectare, c'est un petit jardin. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on était des jardinières, Agnès et moi, ma sœur. Vous m'entendez pas parce que je vous écoute avec délectation depuis tout à l'heure. Des jardinières sans bottes, il pleut jamais chez nous. Cette parcelle de Lieu-d'Honneur Pélute, on commence à la visiter début septembre. On
cueille quelques grappes. Ces quelques grappes se transformeront en un vin rosé. On revient dans cette même parcelle 15 jours, 3 semaines après, on prélève à nouveau des baies et là on va créer un autre vin de couleur rouge qui s'appelle avec les mêmes l'idyllique. D'accord. Avec la même petite parcelle, les mêmes mains, le même cépage, l'idyllique. Et cette année, je suis une année du manque où il y a une toute petite production. Je m'autorise, et je me mets en danger un peu peut-être, mais je m'autorise à créer une nouvelle cuvée avec cette toute petite parcelle. Et alors, je vais revenir en novembre. J'ai encore des raisins sur pied, sur souche. Si les sangliers ne passent pas, si les oiseaux ne viennent pas, si les cueilleurs sauvages n'entrent pas en scène, je viendrai, moi, à nouveau faire un prélèvement dans cette petite vigne et créer un vin doux naturel avec un cépage qui est quasiment oublié, alors que c'est un cépage sudiste. C'est beau. Alors, on est sur de la rareté. Rendre accessible le rare, finalement, ça vous parle, je suppose, Pascal Bruckner, totalement. Vous avez une parole qui est rare aussi quand vous exprimez. C'est un concept qui vous définit bien aussi, finalement. Oui, l'organisation de la rareté, c'est évidemment c'est une des définitions, non seulement de la publicité, mais aussi je dirais presque de la séduction. Pour être désirable, une œuvre ou un produit ou une personne ne doit pas se divulguer ou se multiplier partout. Et c'est la même chose pour le vin. Donc effectivement, je suis très admiratif de cette organisation de la rareté, mais qui est en même temps une manière de mettre en valeur les cépages. Et cette idée des 13 petits jardins, je la trouve très poétique. Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait en faire un livre. Voilà, il y a de l'inspiration. La dame au jardin. La dame au jardin. Les dames au jardin. Agnès et Valérie. Oui. On adore quand ça se passe bien entre nos invités dans cet excellent. Et nous sommes en compagnie de Pascal Bruckner et Valérie Guérin. Et c'est bon vin. Nous, on revient et vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue dans la dernière partie de cet excellent, votre émission, celle qui crée le lien. Car l'excellence ne connaît pas de barrière, comme j'aime à le rappeler. Je suis ce soir en studio avec 2 personnalités qui incarnent chacun à leur manière l'excellence dans chacun de leur domaine. Il s'agit de l'essayiste et romancier Pascal Bruckner et de la vigneronne Valérie Guérin. Alors Valérie Guérin, parlez-nous un petit peu de vos vins justement. Quelle est la différence de caractère entre les différents cépages justement dont vous vous servez? C'est-à-dire que vous expliquez que vous avez 13 parcelles. On imagine qu'il y a une différence de caractère, une différence de goût dans les raisins. On a envie d'en savoir un petit peu plus justement. D'accord. Donc ces cépages sont des cépages adaptés à la région, ce sont les locaux. Le grenache que j'utilise et qui participera au rosé, qui donnera ensuite la cuvée à Atsuko, et le noir de grenache, vous vous rappelez, le vin doux naturel, celui que je fais dans un dernier temps en novembre. Que vous allez faire là bientôt, prochainement, prochainement si tout va bien. Ce cépage grenache a beaucoup de rondeur. C'est un cépage très rond. Alors après, si l'élevage est de durée plus ou moins longue, on extrait du fruit, on a plus de patine. D'ailleurs, de cette cuvée, de cette parcelle de grenache, il m'arrive, notamment en 2017, de sortir 2 vins rouges. La période du Covid, au mois de mars, m'a donné l'idée, ne travaillant plus avec les chefs, puisque c'est 80% de ma relation avec les grands chefs, vous avez compris. Plus d'échanges avec les grands chefs. Je goûte ma cuvée d'Atsuko, ma cuvée de rouge magnifique, et là je me dis... Parce que c'est eux qui les goûtent d'habitude. Je vais à la rencontre des chefs. Je fais le vin en cave, je les goûte, je travaille, et ensuite je pars, je joue la mama ben, je pars avec la voiture, et je vais à la rencontre de chacun des chefs. Oui, je connais chacun des chefs. Et comment vous les avez rencontrés, ces chefs, alors, justement Et c'est eux qui sont venus à vous, ou c'est vous Certains viennent à moi, et moi, je n'oublie pas de me déplacer. Je n'envoie pas un mail avec des disponibilités, avec des prix. Je viens avec mes bouteilles, chaque cuvée, aussi rare soit-elle. J'ouvre une bouteille et je fais déguster au chef, à son sommelier, à une partie de l'équipe. Et là, on a un vrai ressenti en direct. C'est un vrai échange. On se met comme ici. On est autour de la table. On est dans le convivial. Ça, c'est important. Ça se perd un peu trop, n'est-ce pas? C'est excellent, complètement. La question que je pose à tous mes invités, puis je vais commencer par vous, Pascal Bruckner, qu'est-ce que c'est l'excellence française, selon vous? L'excellence doit se conjuguer au pluriel. Je dirais que s'il y a une qualité que nous possédons tous
entre Français du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, c'est l'art de vivre. Oui. C'est-à-dire justement cette capacité, par exemple, de faire une émission autour de la création du vin. Oui. Voilà, d'inviter une femme qui parle du vin comme d'une œuvre d'art. Tout à fait. Et alors on trouve ça dans quelques pays. Il y a l'Italie évidemment, il y a peut-être la Californie aux États-Unis où ils essayent de copier le mode de vie européen. Difficilement. Mais quand même, la France est un art de vie, pas seulement autour des arts de la table, mais c'est aussi un art de la conversation entre les sexes. Oui. C'est un art de l'aménagement de l'espace, de l'embellissement des arts de la table, l'embellissement des habitations. Et je pense que si la France devait disparaître, c'est cet art de vivre qui sombrerait avec elle et qui va bien au-delà des divisions politiques et des aléas de l'histoire. Et donc justement, on peut s'inscrire dans une époque comme aujourd'hui, quand on est comme vous un peu mélancolique justement d'un temps passé, grâce à cet art de vivre-là, cette excellence-là, est-ce que ça vous donne goût Je ne suis pas très mélancolique du passé, même si je pense que oui, que c'était mieux avant. Avant, on n'avait pas Daesh, les têtes coupées, et toutes les horreurs qu'on a aujourd'hui. Il y a eu d'autres choses pas très sympas non plus. Ni de Covid. Mais bon, en même temps, c'est une épreuve qu'on doit relever. Non, il y a une continuité. Il y a une continuité, me semble-t-il, entre ma génération, les générations à venir. Et ce que l'on doit transmettre à nos enfants, c'est cet art de vivre, plus que tout. Évidemment, la langue française. Cet art de vivre, ça peut être aussi la laïcité, vous pensez, Pascal Bruckner ? Oui, c'est la laïcité. Mais enfin, la laïcité, ça, évidemment, c'est moins rock'n'roll que le vin, ou les arts de la table. Mais c'est quand même ce qu'on reconnaît, c'est à ça qu'on reconnaît les Français, où qu'ils soient, où qu'ils vivent. Et puis il y a une certaine, comment dire, quand je vois des communautés françaises à l'étranger, il y a une certaine vivacité d'esprit. Il y a un art de l'humour, une manière de se moquer de soi et des autres, le goût du trait d'esprit qu'on retrouve dans les grands livres, dans les grandes œuvres, et aussi dans la manière justement de partager les nourritures terrestres. Donc, plus je vieillis, plus je me sens devenir français. Je n'étais pas français en naissant, enfin, je veux dire, j'étais français par hasard. C'est beau ce que vous dites. Mais je suis devenu français très tardivement. Par goût. Par goût et en vivant dans beaucoup de pays étrangers qui m'ont rendu français en retour. Donc c'est l'art de vivre à la française et cette excellence-là qui fait qu'on a envie d'être français finalement. Oui, qu'on défend aujourd'hui aussi. Qu'aujourd'hui je m'inscris dans la France, mais avec l'envie aussi de continuer à voyager. J'ai hâte de reprendre l'avion, parce que là j'étouffe un petit peu dans le périmètre, dans l'hexagone. Oui. Alors qu'est-ce que c'est l'excellence française pour vous, Valérie Guérin ? Pour moi, l'excellence française, c'est aussi être dans le vrai, être dans la vérité. Je le vois dans le vin, c'est avec cette notion de terroir. L'authenticité, quoi. Oui, l'authenticité, le vrai, le convivial, le partagé. Ouais. Je pense que ça passe par là. Donc c'est un état d'esprit, en fait. Oui. D'accord. Alors on a envie de savoir un petit peu, justement, pour revenir à ce savoir-faire que vous aimez partager. Comment ça se passe des vendanges chez vous ? Ça dure très longtemps ? Ça commence tôt, ça s'étire dans le temps. Ouais. Ça commence fin août. Ouais. Et vous avez vu, j'y serai probablement fin novembre. C'est ça. Et pourtant, j'ai que 13 petits jardins. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver du monde pour vendanger. On l'a vu avec la période Covid. Oui. Quasiment plus personne. Localement, même les gens ne viennent pas. Donc on a des amis qui viennent nous donner des coups de main à mesure. Des passionnés. Des sommeliers aussi qui viennent participer pendant cette période-là. Et c'est essentiel de choisir la bonne date. C'est-à-dire cueillir un raisin à la vraie et belle maturité. Ne pas être pressé. Prendre le temps. Prendre le temps de vendanger. On est sur l'art de la patience, et de partager. De chacune de nos vignes où l'on cueille le raisin, j'amène une bouteille et à 10 heures, on goûte quelques vins des millésimes antérieurs. Pour voir ce que l'on a fait, pour comparer, et pour se donner l'envie de peut-être encore amener à autre chose. D'accord. Peut-être donc on est un peu de la différence sur une parcelle qu'on connaît déjà. D'accord. Donc on est sur vraiment une idée de transmission aussi. C'est essentiel. Vous transmettez un état d'esprit et vous transmettez un goût. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mon père nous a transmis. On a encore, Agnès et moi, le prof à la maison. Oui. Bénévole, Oui. Mais votre papa, il est encore actif. Il est encore là. Quand on fait la tournée de la cave, on suit le professeur. Je suis derrière, Agnès est après. D'accord.
Cette idée de transmission, Pascal Bruckner, on imagine que aussi c'est très important pour vous, puisque vous êtes professeur et puis vous êtes écrivain, vous transmettez vos pensées et vos mots. Comment on fait pour... on ne pourrait pas vivre sans la transmission, en fait, pour vous. C'est quelque chose qui est intrinsèque, forcément, en tant qu'écrivain. Est-ce que c'est ça qui va faire perdurer cet esprit français aussi qu'il nous faut défendre en ce moment, particulièrement? Oui, bien sûr, parce que cet esprit est en but à de nombreuses attaques. Il me semble que la principale, c'est le consumérisme de type anglo-saxon qui arrive, notamment dans un changement des manières de table et des manières d'alimentation. Oui. Donc le fast-food, le coca, la pizza hâtivement préparée et qui ont un goût uniforme pour tous les enfants, sont propices à tous les phénomènes d'obésité, de surpoids et de perte de goût dans les jeunes générations. Donc aussi bien dans le vin que dans la gastronomie, il est très important de transmettre aux enfants le goût de la cuisine, des plats longuement préparés. Et là, c'est là que la notion de patience est importante, parce que depuis mai 68, toutes les générations qui se sont succédées sont des générations impatientes. Et il faut avoir tout de suite, et toute attente est vécue comme une frustration abominable. Et je pense que effectivement, encore une fois, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est la notion de temps. Il faut que le temps accompagne la préparation des plats, la recherche des bonnes recettes, et aussi la convivialité entre les personnes qui partagent un repas et un vin. Et donc, si on n'a pas cette notion-là, si on trépigne comme des enfants gâtés, et au fond, aujourd'hui, les jeunes générations, c'est une génération de nourrissons braillards et trépignants qui veulent obtenir satisfaction immédiate. Nous risquons d'être déçus. Nous avons des plaisirs instantanés, mais qui sont finalement des plaisirs assez pauvres. Toute tradition milite pour une certaine richesse de sensations et de saveurs. Alors, comment on fait pour redonner du sens, justement? Est-ce qu'on trouve des causes communes? Parce que là, vous parlez de gastronomie et de nourriture en général, mais finalement, cette idée de transmission, elle est propre à tous les secteurs. Comment on fait pour retrouver justement une espèce de coalition dans ce peuple français qui est si divisé en ce moment, à votre avis? En ce moment, c'est difficile. Ouais. Donc, on peut au moins l'orienter vers des jouissances communes. Et je pense que la gastronomie, le vin, c'est une bonne raison. Les fêtes, mais enfin, les fêtes sont interdites aujourd'hui. Donc, évidemment, ça n'est pas le bon moment. Mais vous savez, je crois que le sens, notamment le sens de la vie, s'impose de lui-même lorsque la vie est pleine, lorsqu'elle est riche, lorsqu'elle est menée par des gens qui sont très investis dans leur métier. On n'a pas besoin d'un sens extérieur, une idéologie, une religion. La vie riche impose son sens chaque matin à ceux qui la vivent. Valérie Guérin, l'excellence française, finalement, c'est aussi la passion qui vous anime, parce que vous dormez, vous vous réveillez, vous vivez toute la journée avec vos vignes, avec votre vin. C'est quelque chose qui vous quitte jamais, finalement. Oui, c'est vrai. J'ai des horaires de passion très étendus. Oui. Et cette transmission-là, c'est ça? Vous voulez donner un peu de goût à la vie, quelque part? Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans cette période, justement? De transmettre le goût. Oui, de transmettre le goût de la vie aussi. Avant-hier, j'ai quitté le domaine, j'ai pris la voiture et je suis allée transmettre ce goût-là à des chefs étoilés en Bourgogne. Je suis passée par Nancy, je suis arrivée hier à Paris. Oui. Donc oui, j'ai un rôle de transmission. Je véhicule ce du goût-là. Bonheur. J'ose l'espérer, mais j'ai de très beaux retours de chefs. Je suis amie avec ces chefs avec lesquels je travaille et ils arrivent à verbaliser ce plaisir que je leur procure, donc c'est assez chouette, oui. Donc finalement, pour sortir de ces carcans, etc., il faut partager, quoi. Il faut continuer à s'ouvrir, à partager, à donner son opinion, à pas être d'accord, parfois aussi, Pascal Bruckner, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas toujours d'accord avec ce que vous racontez, mais vous continuez à assumer vos pensées sans problème, parce que justement, c'est important de pouvoir le faire, on est d'accord? Oui, enfin, dans le domaine des idées, évidemment, le désaccord est à la source même Bien sûr, très important. De la réflexion, de l'échange. De l'échange, mais dans le domaine des goûts... Oui. Alors là, c'est très différent, parce que je pense que le travail du vigneron ou de la vigneronne, du chef, du cuisinier, c'est de courtiser en quelque sorte l'appétit des autres et de leur montrer que s'ils partagent les saveurs qu'on leur propose, ou les odeurs ou les parfums ou les goûts, ils verront leur vie augmenter.
et non pas diminuer. Donc, et aujourd'hui, les goûts, moi je vois dans le vin, je trouve que les goûts sont normés. On parlait de cépage tout à l'heure, on retrouve un même cépage partout en France, de l'Est à l'Ouest, en Europe, sous l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Moi, je suis pour garder nos goûts de nos terroirs. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. C'est beau tout ça. En collectionnant des cépages du Sud, parfois improbables. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Hein. Pascal Bruckner et Valérie Guérin, merci vraiment d'être passés par chez nous. Merci. C'était excellent. Prenez soin de vous tous les deux, surtout. Vous aussi, merci. Merci de votre fidélité à Sud Radio, votre radio préférée, mes chers auditeurs. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour rencontrer ensemble de nouveaux excellents destins. Pour vous qui vous levez tôt demain matin, je reviens dans pas longtemps, 6h35 précisément, pour le grand matin de Sud Radio avec mon acolyte Benjamin Glaise. Donc à tout à l'heure, les copains. Et merci à celui qui réalise cette émission, Quentin Cabanis, à Lara et Arthur au web, à toutes les équipes de Sud Radio et à mon excellente attachée de presse, Méloane Roch. C'est excellent et disponible en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio. Bisous les copains, c'était excellent.